Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce TEDUC, un événement univers sciences organisé par le département éducation-formation de la Cité des Sciences, en partenariat avec les cahiers pédagogiques et avec le soutien de la Maïf. Petit rappel pour commencer à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement qui sera disponible en replay sur YouTube sur la chaîne de la Cité des Sciences dans les jours qui viennent. Et du coup, les personnes qui ne souhaitent pas être filmées au moment des questions ne doivent donc pas allumer leur caméra. Par rapport à l'organisation du temps, on est ensemble jusqu'à 18h15. Les 45 premières minutes seront consacrées aux échanges et aux débats entre les différents invités de ce soir. Et puis vers 17h45, place aux questions de vous qui nous écoutez. Et donc, pour vous signaler à ce moment-là, vous pourrez poser directement vos questions en rallumant votre micro et votre caméra si vous le souhaitez pour poser directement vos questions à nos invités. Évidemment, vous pouvez passer par le chat également, mais peut-être plutôt pour des questions précises au moment des échanges pour pas qu'il y ait de débat parallèle au webinaire. J'en profite également pour vous signaler qu'une synthèse des échanges et des références évoquées ce soir sera publiée sur la page web des TEDUC dans quelques semaines. C'est moi qui me charge de cette synthèse et du coup, vous y trouverez normalement toutes les références qui m'ont aidé à préparer le TEDUC, mais aussi éventuellement les références qui pourraient être citées ce soir lors des échanges. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la réussite en sciences eu égard au milieu social. On le sait parce que beaucoup d'études et d'évaluations le montrent chaque année que l'incidence de l'origine sociale et de l'environnement culturel a un impact sur la réussite scolaire des jeunes. Alors on va se demander peut-être ce qu'il en est pour l'acquisition des fondamentaux en sciences en particulier. Est-ce que les chances d'accéder à une carrière scientifique sont moins dépendantes de l'origine sociale? En tout cas, rien n'est moins sûr quand on sait qu'en 2013, en tout cas, c'est des chiffres que j'ai retrouvés dans une étude de l'INED de 2016. En 2013, 10% des élèves issus des classes défavorisées préparaient un bac scientifique contre 41% des élèves issus des classes défavorisées. Alors même si aujourd'hui le bac scientifique de 2013 n'existe plus, les chiffres doivent être à peu près dans cet ordre d'idées, de proportion. Quelles démarches dès lors sont mises en place à l'école, dans les centres scientifiques et techniques ou dans le monde associatif pour s'adresser à ce public? Avec quel impact? Et comment les enseignants, éducateurs, chercheurs élaborent des programmes destinés aux jeunes éloignés des sciences? Et est-ce qu'ici, peut-être, la culture scientifique et technique devient un levier pour une émancipation sociale plus globale? C'est à toutes ces questions que je vous propose de nous intéresser ce soir grâce au retour d'expérience et analyse de plusieurs intervenants que je vais tout de suite vous présenter. Alors, Lucie Copro, bonjour à vous. Vous êtes Bonjour. doctorante au laboratoire de didactique André Revuse, le LDAR, et par ailleurs enseignante de sciences en lycée. Et vous menez une thèse donc, sur un projet interdisciplinaire en sciences dans un collège parisien dans le cadre d'une recherche-action. Vous aurez l'occasion évidemment de détailler tout cela avec nous. Florian Hausrisetto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant de physique-chimie, vous avez contribué à la mise en place de ce même projet interdisciplinaire pour les classes de 6e donc, depuis 2015. On précisera tout ça. Et vous enseignez désormais dans l'Académie de Toulouse. Et j'ajoute que vous avez été aussi coordinateur de collège pilote au sein de l'association La main à la pâte pour des publics, donc voilà, en l'occurrence de collège. Voilà. Bonsoir à vous. Yann Lemoigne, bonsoir. Vous êtes concepteur d'outils pédagogiques, également responsable de l'organisme de formation nationale de l'association Les Petits Débrouillards, et vous intervenez également dans le cadre de l'école de la médiation d'Univers Sciences. Oui. Bonjour. Marie Bonjour. Lemoine, bonjour à vous également. Vous êtes chargée de coordination pour l'éducation artistique et culturelle à l'APSV. Alors l'APSV, c'est l'association de prévention du site de la Villette à Paris qui accueille quelques 3500 jeunes et adultes chaque année au sein de différents parcours d'activité. Là aussi, vous aurez l'occasion de nous préciser. Et parmi, évidemment, les établissements du site, il y a la Cité des Sciences dans laquelle je me trouve ce soir. Également de la PSV, Mélanie Leminman, bonjour. Alors, vous êtes chargée de formation au sein de cette même association et vous viendrez nous éclairer plus spécifiquement sur un programme d'accompagnement à la scolarité. Et à ce riche plateau, il faut rajouter Laetitia Ferreri, qui n'est pas là tout de suite, mais qui nous rejoindra à 17h30 et qui est donc médiatrice à Univers Sciences et ancienne des Petits Débrouillards sur la ville de Paris.
Peut-être pour lancer le sujet, je voulais qu'on s'intéresse un petit peu au public dont on parle quand on parle d'enfants ou de jeunes éloignés des sciences, quelles difficultés peuvent rencontrer ces jeunes, et on va essayer peut-être de caractériser ce à quoi se heurtent peut-être les enseignants, les éducateurs, les médiateurs quand ils sont ou essaient de transmettre des savoirs scientifiques à des jeunes d'origine sociale défavorisée ou peut-être tout simplement hétérogènes dans des établissements scolaires ou quartiers politiques de la ville, justement à préciser. Peut-être, Yann Lemoine, je voulais vous donner la parole pour commencer. Peut-être en quelques mots, vous pouvez présenter les petits débrouillards pour ceux qui ne connaîtraient pas, et ensuite, justement, répondre à cette question voilà, de quel public on parle quand on s'intéresse à réussite scolaire et origine sociale. D'accord, très bien. Les Petits Débrouillards, c'est un mouvement d'éducation populaire, donc qui existe depuis une trentaine d'années en France. L'idée vient du Québec, où un journaliste scientifique avait écrit des ouvrages d'expérience pour les enfants. Et les parents ont trouvé ça très bien. Et du coup, ils ont monté des clubs scientifiques où les enfants se retrouvaient régulièrement. En France, il y avait à cette époque-là déjà des mouvements de sciences et techniques. Et en France, à cette période-là, s'ouvrait la Cité des sciences. Voilà. Donc, ça se situe à peu près, donc ça fait une trentaine d'années. Et on est un mouvement composé d'associations régionales. Donc, vous avez des petits brouillards un peu partout en France, jusqu'à La Réunion. Voilà. Notre idée, nous, c'est de. Alors, c'est pas la réussite en sciences, c'est de développer la culture scientifique et technique parce que on pense que ça permet, enfin, ça contribue à l'émancipation des individus. Voilà. Euh, donc, pour avoir discuté un peu avec d'autres personnes pour préparer ce webinaire, nous, en fait, on pense qu'il y a un public défavorisé par son environnement culturel. On en a discuté un peu quand on l'a préparé aussi. Les autres préciseront peut-être, mais on va dire de 6 à 10 ans, le jeune, il va poser beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure. Mais si en face de lui, il a personne qui l'aide à construire ses réponses ou qui lui apporte des réponses argumentées, etc., au bout d'un moment, il n'y aura pas de stimuli. Donc peut-être il va y avoir moins d'intérêt par la suite, quoi. Donc c'est peut-être cet environnement culturel où il n'y a pas de stimuli, pas d'argumentation autour d'une question. Voilà. C'est pas un jugement, hein, parce qu'il y a d'autres préoccupations, il y a de la fatigue, il y a plein d'autres choses, mais voilà, c'est peut-être une des origines serait là sur un environnement culturel qui n'est pas, qui ne porte pas sur cette culture scientifique et technique. Avec une différenciation qui se fait dès l'école élémentaire, du coup, c'est ça que vous dites? Sans parler de stade scolaire, c'est plus une tranche d'âge où on va dire que 8-10 ans, on est plus curieux, on se pose des questions, etc. Après, si on a toujours cette curiosité au collège, c'est plus facile, mais on en parlait aussi en préparant, c'est à la fin du collège, il faut s'orienter. Donc si on n'a pas cette culture scientifique technique, cette envie, ce questionnement, etc., on va peut-être s'orienter ailleurs. Peut-être qu'on va laisser tomber les filières scientifiques. J'ai pas d'avis là-dessus, nous, c'est un constat. C'est plus, voilà, on fait des actions, nous, dans le champ social, on fait des actions pour tous, mais bien souvent, on va quand même dans les quartiers populaires, ou alors quand on ouvre des. Donc là, on va directement vers les publics qu'on cible. Sinon, quand on ouvre des activités régulières, c'est pas ces enfants des quartiers populaires qui vont venir d'eux-mêmes si on va pas les chercher. Voilà. On va plus dire c'est des enfants de parents qui ont déjà cette appétence pour les sciences, pour la culture scientifique et technique, qui vont amener leurs enfants à fréquenter ces activités. Et par rapport au contenu, vous avez l'impression que ce public des quartiers défavorisés est peut-être plus perméable à la question enfin, aux différents sujets des fake news en fait qui sont diffusés. Vous me disiez en préparant ce webinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a plus s'ils sont plus perméables. En tout cas, il y a moins d'environnement pour critiquer ça. Voilà. Mhm. Peut-être que du coup, quand je vous disais, à table, on parle de la Terre est plate, bon, bah, personne ne va réagir. Alors que dans d'autres familles, peut-être que si on dit ça, il y aura une réaction en disant mais d'où tu sors ça, pourquoi tu penses ça, etc. Il y aura une discussion autour de cette affirmation. Voilà. Mhm. Une affirmation ne sera pas laissée comme ça sans une argumentation derrière pour chercher à comprendre. En tout cas, Enfin, c'est moi, ce c'est ce que je fais. J'ai pas une grande carrière scientifique, mais par exemple, mon fils qui est en quatrième, qui commence à fréquenter un peu les réseaux sociaux, quand il sort des choses comme ça, je vais questionner sur mais d'où ça vient, où est-ce que tu as vu ça, est-ce Mhm. que c'est fiable pour toi, etc. Mhm. En tout Peut-être cas, qu'à d'autres endroits, ça se fait pas.
ces fake news sont des points d'entrée finalement par rapport à ce chemin vers l'esprit critique et la culture scientifique et technique. Marie Lemoine, je voulais vous faire réagir puisque vous voyez aussi au sein de la PSV, donc l'association de prévention du site de la Villette à Paris, beaucoup de publics différents, d'âges différents. Qu'est-ce que vous diriez, vous, par rapport à un public plutôt défavorisé et son éloignement par rapport aux sciences, même si c'est peut-être pas les sciences uniquement qui font partie de vos parcours? Oui, ce qu'on a pu constater, c'est que ces populations, voilà, rencontrent un certain nombre de freins sociaux, économiques et aussi symboliques, voilà, qui entravent cet accès à la culture, généralement, et plus spécifiquement à la culture scientifique et technique. Et que cela nécessite un accompagnement éducatif, des formats, des outils d'intervention spécifiques pour ces populations. Florian Hauss, alors je vous laisse la parole également. Vous, en tant qu'enseignant donc de collège pendant plusieurs années, donc à Paris, dans le 19e arrondissement, vous avez, enfin, finalement, le programme interdisciplinaire que vous avez lancé, enfin, on le détaillera plus tard, mais est-ce que ça partait d'un constat que finalement, il y avait des points sur lesquels c'était difficile d'avancer en sciences, où il fallait finalement trouver la bonne méthode pour amener ces élèves à cette culture-là? Oui, en fait, c'est parti essentiellement d'un départ, finalement, d'un constat d'échec. Quand on voyait nos résultats déjà au brevet, on était à peine à 50% de réussite au brevet sur un collège, ce qui est vraiment extrêmement bas. Et puis, on a essayé de réfléchir en termes, avec une équipe éducative qui était motivée pour le faire, sur comment on pourrait se servir des sciences, finalement, pour créer un projet commun sur tout un niveau qui était les classes de sixième, pour améliorer et permettre l'ouverture sur une culture scientifique. Donc pour ça, ça a été permis grâce à différents enseignants de différentes disciplines, mais aussi grâce à une volonté d'ouvrir justement à cette culture scientifique. Tout à l'heure, on parlait un peu des musées scientifiques. C'était une volonté du projet d'amener aussi ces élèves-là qui étaient dans leur quartier. Moi, j'étais dans le prédébut de Chaumont. Il y avait des élèves qui n'étaient jamais sortis du 19e, par exemple. Et donc, se servir d'un projet à visée scientifique pour les amener, on a essayé de les amener 3-4 fois dans l'année dans des lieux scientifiques pour leur permettre d'avoir accès à une culture qui finalement n'avaient pas. On en parlait tout à l'heure à la maison, il y a des discussions qui sont parfois absentes de certains débats à la maison, mais c'est faute de culture, faute de connaissances peut-être préalables. C'est ce genre de choses qu'on a essayé de mener dès l'entrée de sixième avec une équipe plurielle pour accéder à cette culture scientifique. Et alors, est-ce que l'axe de départ aussi partait d'un constat autour de peut-être d'une autocritique aussi sur la façon d'enseigner les sciences avec peut-être des langages, une rhétorique très différente en fonction des disciplines de sciences? Enfin, est-ce que ça partait aussi finalement d'un constat que les élèves en général, et peut-être plus particulièrement les élèves de quartiers défavorisés, se heurtent en fait à des réalités du langage qui n'est pas facilement appropriable, notamment au collège? Le constat préalable qu'on s'est posé avec tous les enseignants, c'était effectivement que quand on regarde, même en tant qu'enseignant scientifique, de SVT, de physique ou de technologie, on s'aperçoit qu'il y a des consignes qui sont données avec un vocabulaire qui est utilisé, un lexique qui est utilisé et qui est propre finalement à chaque discipline. Et que nous, quand on se mettait autour d'une table pour discuter de comment on pouvait traiter, je ne sais pas, le thème de l'énergie, comment on pouvait traiter le thème de besoins, les besoins en SVT, etc. Finalement, on avait, même nous-mêmes en tant qu'enseignants, des définitions qui étaient différentes sur un même mot, donc une certaine polysémie sur différents mots. Donc on s'est dit, a posteriori, forcément, les élèves, quand ils vont changer de discipline et quand ils vont se mettre à discuter d'une notion scientifique et qu'ils n'ont pas eu la même définition en fonction des disciplines, ça va poser problème. Donc on a essayé d'en discuter, d'en parler. Ça a été aussi permis grâce à la réforme en 2016, puisqu'on a pu mettre en place un enseignement interdisciplinaire avec plusieurs disciplines scientifiques. Et on a essayé de s'accorder au préalable, on a essayé de réfléchir à un lexique qu'on voulait commun sur toutes les disciplines scientifiques pour s'accorder sur le vocabulaire qu'on allait utiliser et les consignes qu'on allait donner aux élèves. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans la technique de ce qu'on a fait, mais… On y reviendra peut-être tout à l'heure, voilà, mais allez-y. Oui. Non, mais c'était juste qu'on on a essayé finalement d'homogénéiser les demandes qu'on avait envers nos élèves pour qu'eux arrivent finalement
à s'emparer du vocabulaire scientifique qui est finalement même très complexe et essayer de le simplifier et au moins l'homogénéiser sur différentes disciplines scientifiques. Donc voilà, après, on a aussi essayé de changer nos pratiques, mais ça, je pense qu'on regardera après, sur comment l'élève va se positionner. Un élève qui est en difficulté, comment on peut l'amener finalement, un élève qui est en difficulté face au vocabulaire, face au lexique scientifique, comment on peut l'amener face à différentes méthodes pédagogiques à être plus en confiance et arriver à retrouver la réussite dans son apprentissage. Voilà. Merci. Alors, oui, vous parlez de confiance. Est-ce que justement, quand vous êtes au contact des jeunes, vous rencontrez régulièrement des discours d'autocensure du type «les sciences ne sont pas pour moi», pas du tout. Alors, je ne sais pas, Yann Lemoine, Marie Lemoine, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Est-ce que c'est fréquent finalement et peut-être plus fréquent dans les quartiers défavorisés ou avec des enfants qui ont une origine sociale défavorisée? Yann ou Marie, je ne sais pas. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est cette couche grise et la couche blanche au-dessus. Il y a un son derrière. Oui. Alors, on peut l'entendre, pas forcément un enfant, peut-être plus grand, hein, voilà, plutôt fin collège, lycée, etc. Est-ce que c'est eux qui le formulent ou c'est des choses qu'on leur a dit et qui retransmettent? On Ce leur serait à inculque. vérifier. Donc, ce qui fait sens au sein des petits Wars, c'est qu'on a une charte éducative et à la fin de cette charte, il y a marqué pour que plus un enfant ne dise la science, je ne suis pas assez intelligent pour ça. Donc, en tout cas, nous, on essaye de travailler là-dessus. Donc, si on travaille là-dessus, c'est que quelque part, on l'a entendu et que sûrement certains publics le disent. Ce qu'on voit, nous, par contre, quand on fait des animations, des fois, on reçoit des groupes scolaires et d'un seul coup, l'enseignant peut être étonné par un des élèves. Parce qu'on n'a pas la même approche, peut-être que dans la classe, on a des libertés qui permettent de faire autrement. Et du coup, l'élève, par la pratique, par le faire, par l'expérimentation en direct, il va se révéler. D'un seul coup, il a plein de possibilités. Déjà, on utilise des jeux du quotidien, donc il va reconnaître, il va oser manipuler, etc. Peut-être ça peut être un déclencheur. Ou alors, il va être plus réactif que certains camarades sur une façon de résoudre le problème. Donc, du coup, il va se sentir valorisé et du coup, il va trouver sa place. Voilà. Ça peut être un déclencheur pour après. Nous, on le voit sur des instants très courts, donc je ne sais pas ce que ça donne dans le reste de sa scolarité, de sa vie, mais en tout cas, c'est une rupture peut-être dans la place qu'il a dans le groupe scolaire, dans le groupe classe. C'est peut-être une autre façon de lui proposer ce rapport à la science, au savoir, qui fait qu'il peut s'exprimer. En tout cas, des fois, ça amène un changement de perception de la part de l'enseignant. Il y a certains d'autres ont remarqué ça. Oui, alors je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Marie, je vous vois opiner du chef. Oui, absolument. Alors, donc à la PSV, nous, on met en œuvre des parcours éducatifs et culturels pluridisciplinaires, donc avec voilà, cette dynamique de projet qui est une des conditions de réussite pour ces jeunes. Et donc, dans ces différentes étapes, on va ouvrir des espaces qui vont justement permettre aux jeunes de révéler d'autres compétences qui ne seraient pas forcément révélées dans un cadre scolaire classique. Et où très souvent, on a des retours sur les différents bilans avec les enseignants, avec les éducateurs, en effet, qu'ils changent en fait leur regard sur les jeunes qu'ils accompagnent. Voilà, donc ça, c'est fondamental d'ouvrir des espaces où les jeunes peuvent se révéler autrement. Et donc, ça va leur permettre aussi de gagner en confiance et en estime de soi, en fait. Alors, en implicite dans ce que vous dites, il y a aussi un petit peu l'idée que finalement l'institution scolaire elle-même propose un cadre traditionnel qui ne serait peut-être pas adapté à ce gain de confiance en soi. Lucie Coffreau, je voulais vous laisser la parole du coup, puisque vous avez travaillé un petit peu même beaucoup sur ces questions-là d'interdisciplinarité. Alors, est-ce que finalement de casser, on dit souvent casser le groupe classe, faire discuter entre les disciplines, mettre les élèves dans une position qu'ils n'ont pas l'habitude d'être en classant peut-être le côté descendant du savoir. Est-ce que c'est une des clés et justement là peut-être pour tous les élèves et pas seulement les élèves des quartiers défavorisés? Oui, tout à fait, puisque effectivement, quand on se réfère notamment aux résultats de l'OCDE, on observe que dans les pays où finalement les apprentissages sont les plus aboutis, ce sont les pays où les élèves sont acteurs. C'est vrai qu'un élève qui finalement est en difficulté,
C'est un élève qui va se désinvestir et qui peut justement exister à travers des problèmes comportementaux. C'est un petit peu le constat qu'on a fait, c'est finalement l'élève peut être extrêmement passif face finalement parfois à des consignes. On oublie que l'apprentissage finalement c'est un ensemble de codes et que les élèves n'ont pas forcément les moyens de décoder les attentes, de décoder aussi le raisonnement qu'il peut y avoir. Donc, on a mené effectivement tout un travail par rapport à toutes ces difficultés qui pouvaient être rencontrées sur des niveaux qui sont totalement hétérogènes, puisque de nombreuses études montrent que finalement, il n'est pas du tout intéressant de mettre des élèves en difficulté entre eux et puis les élèves qui sont plus meilleurs entre eux. Donc, on a réfléchi un petit peu à une dynamique qui est active, où finalement l'élève va devenir un petit peu acteur de la construction de son savoir. Donc, il y avait finalement plusieurs points à soulever. Effectivement, quelque chose qui soit clair. Donc, on a travaillé sur le concept d'explicitation, explicitation du langage scientifique, des consignes, l'explicitation aussi de la démarche et du raisonnement qui était associé finalement à des notions d'apprentissage. Donc, en lien, bien sûr, avec les référentiels. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, donc là, vous faites allusion, excusez-moi, au programme que vous avez développé en recherche-action au collège Pailleron, dont Florian Hauss était l'un des acteurs. Tout à voilà, fait. je précise. Tout à fait. C'est vrai que, Florian, tu me couperas si... Mais le public, en tout cas, de ce collège est extrêmement hétérogène, avec effectivement des catégories socio-professionnelles très variées. Donc, finalement, on a un petit peu observé la classe dans un premier temps et aussi l'appropriation du savoir par l'enseignant, puisque finalement, l'enseignant, il va aussi... transmettre cette appétence. Je rejoins tout à fait Yann tout à l'heure quand il disait que finalement, par nature, il y a une curiosité. Et cette curiosité, finalement, au fur et à mesure des apprentissages, elle s'éteint puisque on devient, en tant qu'élève, passif et on doit réceptionner un savoir qu'on ne comprend pas forcément. Est-ce qu'à cette passivité s'ajoute une espèce de stigmatisation involontaire de l'institution scolaire ou vous ne l'avez pas spécialement constaté? Alors, pas spécialement constaté du point de vue de l'institution, mais c'est vrai que la particularité de ce projet, c'est que finalement, il était inclusif. Il y avait des élèves en grande difficulté qui étaient mélangés avec des élèves de sixième classique. Et c'est vrai qu'on a différents outils, des outils de différenciation par rapport à des élèves en difficulté et des élèves qui ont un meilleur niveau. Et cette stigmatisation, elle était plus de l'ordre du ressenti, avec effectivement des comportements d'élèves qui pouvaient se mettre à la marge, qui pouvaient avoir ce sentiment un petit peu de mise à l'écart, parfois même de honte, voilà, d'être différent des autres. Donc, on a travaillé finalement sur des outils de façon à ce que tout le monde puisse travailler sur les mêmes supports et à ce que tout le monde puisse trouver sa place et tout le monde puisse être acteur. Quand il a été dit tout à l'heure finalement que chacun avait des compétences, eh bien, ces compétences, elles sont un peu mutualisées dans des groupes hétérogènes de façon à ce qu'il y ait une valorisation aussi des élèves avec leurs compétences. Donc, on a travaillé comme je vous l'avais dit, sur les îlots de rationalité, où les élèves sont mis dans une dynamique de groupe, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on n'est pas non plus dans une culture où finalement on valorise la parole de l'élève. On a plutôt tendance à vouloir qu'une classe soit calme, voilà, qu'il soit effectivement attentif. Donc là, on est dans une dynamique qui est totalement différente. Vous pouvez préciser ce que sont les îlots de rationalité pour ceux qui n'auraient pas la référence, peut-être, merci. Oui, alors ce sont des travaux de Gérard Fourès qui a mis en avant finalement le fait que des élèves qui travaillent par groupe hétérogène vont pouvoir partager leurs compétences. Donc, il y a le premier point, c'est partage de compétences, le partage aussi des tâches entre les élèves qui peut se faire. Donc, en fonction des âges, effectivement, le partage peut être émis par l'enseignant ou les élèves peuvent le faire plus tard seuls. Et il y a finalement un partage aussi d'idées, de raisonnements, de verbalisation, de notions ou de démarches. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ces îlots de rationalité, c'est que les élèves vont un petit peu vulgariser
un langage qui est un langage courant d'enseignant. Ils vont décoder aussi, ils vont comprendre comment est-ce qu'on décode ce langage enseignant ou ce langage scientifique, et ils vont se l'expliciter entre eux. Donc, il va y avoir effectivement des élèves qui vont reprendre d'autres élèves, qui vont aussi, et c'est ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs, qui vont finalement, j'aime bien cette notion finalement de détricoter des représentations que les élèves peuvent avoir pour retricoter un raisonnement qui est commun et qui vient après être validé par un enseignant qui change totalement de posture. Il n'est plus du tout finalement maître et transmissif du savoir, il va plus être dans la guidance. Il va interroger les élèves sur leur raisonnement. Pourquoi est-ce que vous avez abouti à tel résultat? Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte éventuellement si le résultat n'est pas bon? Et finalement, ça va pousser un petit peu les élèves à se questionner, à réveiller justement cette appétence, à acquérir aussi un langage entre eux, un langage qui est réutilisé dans un concept d'équipe, en fait, d'équipe d'élèves entre eux. On va peut-être revenir ensuite sur le changement de posture, mais je voulais peut-être déjà qu'on ait une explicitation là justement d'un cas de groupe, enfin d'un sujet en fait qu'un groupe pourrait traiter. Peut-être Florian, vous pourriez nous éclairer sur voilà, un groupe, c'est 4 élèves, quel rôle ils ont, comment, enfin ça veut dire quoi finalement avoir des rôles différents, et puis sur quel sujet. Là, je crois que le projet interdisciplinaire c'était l'exploration de Mars. Oui, c'est Donc ça. voilà, si vous avez une idée en tête, enfin un exemple en tête. En fait, je pense qu'avant même le thème qui s'est rajouté, je pense qu'il faut aussi qu'on explique un peu comment, au départ, on essayait entre équipes pédagogiques, finalement, à former ces groupes-là. Tout à l'heure, Lucie parlait justement d'une certaine hétérogénéité dans les groupes. Et en fait, en amont, on a essayé, en équipe enseignante, de répartir les groupes avec des élèves de SECPA, donc en très grande quand même difficulté d'apprentissage, avec les élèves des classes générales qui avaient aussi des élèves en très grande difficulté, et puis avec des élèves d'ENSA. Et donc, on a essayé de former des groupes dans lesquels, en fait, chaque élève, des groupes de 4, chaque élève avait un rôle qui lui était attribué pour une séance. Ça pouvait être donc au niveau des rôles, on avait celui qui allait s'occuper du matériel, qui allait gérer le matériel, celui qui allait s'occuper d'écrire, le rôle du secrétaire, donc écrire la feuille réponse, prendre des notes par rapport à ce que pouvait dire le groupe, celui qui allait poser les questions à l'oral à l'enseignant, le rapporteur, et puis j'en ai oublié un, oui, celui qui gérait un peu le leader, le maître du bruit, pour pas justement qu'il y ait trop d'émulation dans le groupe. Et on a essayé aussi de tourner, de faire tourner ces rôles, puisque en général, celui qui était un peu leader du groupe, celui qui était avec en situation scolaire finalement plutôt favorisée, avait tendance à être un peu leader, et parfois même, par exemple sur les écrits, être en avance par rapport aux autres. Donc on a essayé de faire tourner ces rôles pour qu'à un moment donné, par exemple l'élève qui est issu de SECPA et qui se retrouve dans un groupe de 4 élèves avec 3 autres élèves qui sont ici des classes générales, eh bien, c'est lui qui va écrire, et c'est les autres qui vont lui dicter ce qu'il va devoir écrire, par exemple. Donc, pareil pour la Avec ce principe de solidarité du groupe, en fait. Voilà, c'est ça. On passe finalement d'une situation où l'élève est finalement face à ses obstacles, à ses difficultés, face à un sujet où il est tout seul et il doit s'en sortir tout seul, à un effet de groupe, un effet collectif, où un élève qui est en difficulté, eh bien, il va déjà apporter quelque chose au groupe. Parfois, on demande juste à ce que l'élève lise à ses 3 autres camarades l'énoncé et qu'il soit assimilé par les membres du groupe. Et puis, si jamais il a une question, il va essayer déjà de s'adresser à ses camarades du groupe pour comprendre un peu ce qu'on lui demande. Donc, c'est finalement ce point de vue collectif qui change beaucoup la donne, sur le sens où ce n'est pas l'enseignant qui va arriver et qui va lui donner la définition, ou même il va peut-être moins oser aller vers l'enseignant, tandis que là, comme il peut poser des questions à ses camarades, ça va lui faciliter un peu ses apprentissages. Alors après, au niveau des thèmes, voilà, on avait découpé l'année sur 5 thèmes autour de l'exploration de Mars, donc un thème sur l'énergie, un thème sur la vitesse, un thème sur la situation de Mars dans le système solaire, et puis sur chacun des thèmes, on mettait une séance plutôt SVT, technologie, plutôt physique-chimie, avec à la fin du thème à chaque fois une sortie dans un musée scientifique de Paris, ou le Bourget, pour être en lien un peu avec l'espace, et après une évaluation. Voilà. Donc, il y a eu après un travail aussi de fait sur l'évaluation, enfin qui est fait cette année. Moi, j'ai quitté le collège cette année, mais j'aurais aimé rester en tout cas pour cette suite sur l'évaluation, puisque cette année, ils essayent de reproduire un peu en évaluation ce qui avait été fait dans les séances, en termes
d'aide outils, en termes d'appropriation des consignes, etc. Alors qu'avant, on était resté sur des séances qui sortaient finalement un peu de l'ordinaire, mais sur une évaluation plutôt classique. Donc forcément, les élèves qui étaient en échec le restaient à l'évaluation. Voilà. On y reviendra peut-être. Merci en tout cas, mais c'est vrai qu'on entend aussi derrière ce que vous dites toute cette notion d'autonomie. Marie Lemoine, vous m'avez parlé aussi quand on a préparé le webinaire de cette question de l'autonomie, que finalement tous les parcours culturels que vous proposez, ils ont pour idée derrière de permettre finalement au public ensuite de se saisir finalement des outils expérimentés lors des parcours et d'être dans cette autonomie, et que c'est peut-être comme ça finalement que cette ouverture et cet esprit critique peut se développer. Oui, alors il y a un nécessaire accompagnement donc dans le cadre du parcours, que ce soit côté enseignant ou côté animateur et éducateur qui encadrent le groupe. Donc ces parcours sont très accompagnés. Mais in fine, voilà, l'objectif, c'est de vraiment rendre autonomes les jeunes et qu'ils puissent revenir en autonomie sur ces ressources, revenir à la Cité des Sciences, revenir dans un Fab Lab de la Villette en autonomie. On a fait une expérimentation à ce sujet. Donc, on a mis en place un chèque culture, avec un système en fait de contre-marque où les jeunes pouvaient à l'issue du parcours utiliser ce chéquier pour revenir en autonomie sur des ressources avec là où les personnes de leur choix, sur la ressource de leur choix. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors ce qu'on a constaté, c'est que plus les jeunes étaient accompagnés dans ce processus en autonomisation, c'est-à-dire plus on leur avait montré dans les parcours des choses très pratiques, l'espace d'accueil d'un musée, où est-ce qu'on retire un ticket, plus en fait le jeune utilisait ce chéquier et revenait en autonomie. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a constaté qu'il devenait prescripteur en fait, et que pour un utilisateur du chéquier, il y avait en moyenne donc 3 bénéficiaires. Donc il revenait avec sa famille, ses amis. Donc on travaille beaucoup sur cette dimension-là de l'après. Il y a ce qui se passe au sein du projet, qui est très, très accompagné. Et puis donc mettre en place toutes les conditions pour revenir en autonomie, c'est connaître le trajet, les moyens de transport pour aller sur le lieu, se familiariser avec le lieu, connaître les différentes tarifications. Voilà. Et alors, du côté accompagnement scolaire, Mélanie Lemilman, donc vous faites partie également de la PSV, et je voulais savoir si justement il y avait cet aspect très important de pédagogie active, ou en tout cas d'autonomie, puisque là, l'idée, c'est un partenariat avec la bibliothèque de la Cité des Sciences. Comment ça se passe? Alors, sur l'autonomie, en fait, nous, on va avoir des groupes. Alors déjà, ils sont accompagnés de tuteurs, tutrices, qui sont également étudiants en école supérieure scientifique. Voilà. Donc, ils sont accompagnés, c'est des groupes de 5 élèves, ils ont chacun des groupes de 5 élèves, c'est sur des créneaux de quel niveau, du coup, vous pouvez préciser? Alors, collège-lycée. Nous, c'est vraiment collégien-lycéen. Donc, en fait, ils arrivent déjà avec une demande, avec une problématique sur une thématique vue en cours. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, quand je dis tout, ça reste dans les matières scientifiques, mais ça peut aller des pourcentages jusqu'aux équations ou à un niveau même plus élevé. Et ce que nous, en fait, on essaye de faire, c'est déjà de leur redonner confiance parce qu'ils arrivent un peu avec un sentiment d'échec, avec un sentiment d'incompréhension. Ils sont pas du tout… Comment ils sont intégrés dans ce programme, en fait? Ils sont orientés Non, pas du tout. Ils ne sont pas orientés. Ils s'inscrivent en fait sur le site de la bibliothèque. Donc, c'est en autonomie. Alors, soit c'est en autonomie, soit c'est eux qui le veulent, soit c'est un conseil d'un proche. Ça peut être aussi une orientation par l'éducation nationale, leur professeur qui connaît le dispositif et qui peut l'orienter en fait sur l'accompagnement scolaire à la BSI. Donc voilà. Et nous, en fait, on essaye de leur redonner confiance, et
de les accompagner avec des méthodes actives, des méthodes pédagogiques actives et ludiques. On passe par un autre biais en fait de communication pour qu'ils puissent comprendre les concepts qui les mettent en difficulté en fait sur les matières scientifiques. Ce sont des sessions sur une journée, comment? Enfin, Alors, c'est des créneaux d'1 heure, donc ils s'inscrivent D'accord. sur 1 heure. Il faut savoir que par exemple, sur cette année, on a eu environ 500 jeunes qui se sont inscrits sur toute l'année. Et sur ces 500 jeunes, il y a les 3/4 qui sont des habitués. En fait, ils reviennent tous les dimanches pour suivre un accompagnement avec la tutrice présente. Mhm. Peut-être que j'aimerais, comme voilà, le temps file vite, qu'on aborde peut-être la question aussi des effets de tous ces différents outils dont on a parlé, qui sont évidemment adaptés à chaque fois à des situations très précises. Mais est-ce que, Florian Hauss, au Collège Pailleron, vous avez pu avoir un suivi? Alors là, vous parlez, le projet n'est pas totalement fini, puisque là, l'évaluation, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, est en train d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'on constate ensuite chez les élèves? Est-ce que c'est une volonté finalement de rester en groupe hors classe, en groupe mélangé? Est-ce que c'est l'idée de se raccrocher aux sciences? Est-ce que vous avez un peu une vue sur l'après? Alors, en fait, ce qui est très difficile, voilà, c'est arriver à évaluer objectivement en fait, les effets d'un tel projet qui prend en compte les 125 élèves de 6e au départ et qui a été mené donc, depuis 2016. En fait, ce qu'on a, c'est surtout le ressenti et finalement le ressenti des élèves finalement en très grande difficulté. Donc, dans ce projet, les élèves de SECPA sont inclus dans ce projet, mais les enseignants aussi de SECPA sont inclus. Et donc, en fait, on se rend compte en 5e, en 4e, en 3e, que les élèves, notamment de SECPA, réclament à leurs enseignants de réintégrer des groupes dans lesquels ils étaient mélangés au classe général. C'est vrai que malheureusement, les élèves de SECPA sont souvent un peu stigmatisés par rapport aux classes générales et se retrouvent un peu peut-être mis de côté dans les différents projets qui sont menés dans les classes supérieures. Et là, c'est l'occasion, finalement, il n'y a pas de différence entre un élève de SECPA, un élève d'ENSA ou un élève de filière générale. Et ça, c'est un besoin qui s'est fait ressentir et que les élèves ont voulu faire part à leurs enseignants. Ensuite, on a essayé de voir en termes de partenariat avec des écoles. On avait un partenariat avec l'école de l'ESPCI, qui était une école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, qui nous proposait des stages avec les élèves de 3e, donc qui avaient suivi le projet en 6e, mais on s'est aperçu qu'au bout de 2, 3, 4 années, il y avait de plus en plus de demandes faites pour faire des stages dans ces écoles-là. Après, en termes de réussite après post-collège, voilà, je n'ai pas assez de critères pour pouvoir définir l'évolution positive de ça. Yann Lemoigne, je vous donne la parole aussi, parce qu'on évoquait en préparant le webinaire le cas de reprise d'études là, pour un public de jeunes adultes, par exemple. Qu'est-ce qui va faire finalement que ces ateliers de culture scientifique débouchent sur quelque chose d'autre? Est-ce que... Ouais. Alors déjà, on avait discuté aussi moi j'ai eu l'opportunité d'animer des clubs petits débrouillards au tout début de ma carrière. Donc c'était, les enfants venaient tous les mercredis, c'était des enfants de 8-12 ans. Et à la fin de l'année, l'indicateur, c'était que les parents me disaient, il y a eu un effet. Voilà. Mon enfant est plus curieux, il argumente mieux, etc. Donc ça, c'est un retour aussi direct, ouais. direct des parents, voilà, pas mesurable. Et après, donc notre démarche, là, voilà, les méthodes actives comme elles ont été citées, le fait de faire, de revaloriser les gens une fois qu'ils font, etc. Eh ben, on le réutilise après. En fait, il y a eu une période où on parlait de décrochage universitaire. Donc, j'ai des collègues, notamment en Grand Est à Nancy, qui ont mené un programme qui s'appelait Engage-toi, où ils prenaient ces jeunes qui étaient en décrochage universitaire et ils les remobilisaient. Alors, remobilisaient pas forcément vers une filière scientifique, mais en tout cas vers des études, vers une insertion sociale, etc. Et on a aussi, donc il y a chez nous, ça s'appelle Tremplin numérique, c'est les grandes écoles du numérique qui sont dans les différentes régions, partenariat État-région. Et du coup, nous, on en a en PACA, Grand Ouest, etc. Et c'est pareil. C'est des gens qui sont, voilà, qui ne sont pas rentrés dans le monde du travail ou qui en sont sortis, etc. Et via cette posture, cette méthode active, cette découverte, cette rencontre, on a parlé de sortir, d'aller visiter des lieux, de rencontrer des professionnels, etc., pour rendre peut-être des choses concrètes. Et ben, voilà, cette démarche, en tout cas, marche bien aussi pour remobiliser les gens plus tard vers
vers de l'émancipation sociale ou de l'insertion professionnelle, ça dépend ce qu'on veut. Ça ne Et marche pas pour tout le monde. Et Mais on est-ce que peut vous dire, diriez que, pardon, excusez-moi, non, c'est pas grave. est-ce que vous diriez que tout ce qui est culture scientifique et qui est basé justement sur la manipulation, l'expérimentation est un point d'entrée formidable et peut-être plus spécifique à d'autres disciplines pour cette insertion sociale, cette émancipation sociale? Donc là, c'est un peu renverser, pas renverser le sujet, mais voilà, c'est pas. Est-ce que finalement vous pensez ça fait partie de. C'est ce qu'on revendique nous. Voilà, ce que vous Voilà. Donc, revendiquez. c'est notre objet social. On en est convaincu quelque part quand on participe à l'aventure de ce mouvement associatif. Après, c'est pas que la manipulation, c'est pas que l'expérimentation. Bien souvent, les gens connaissent les petits débrouillards, c'est 8-12 ans, c'est la science amusante avec du matériel de la vie de tous les jours. Après, voilà, on a aussi des campagnes sur le numérique. Donc, on a fait un biais. C'est pas du matériel qu'on a toujours au quotidien, même si ça a tendance à venir, mais tout le monde n'est pas équipé. Il peut y avoir des activités débranchées, il peut y avoir des activités avec de l'appareil un peu plus technologique, on va dire. On a aussi des campagnes sur les sciences humaines et sociales. Donc là, on n'est pas vraiment sur de la manipulation d'objets. On va être sur de la modélisation de situations, etc. Oui. Donc en tout cas, ça amène un changement. Par exemple, Lilian Thuram, qui est un ancien joueur de foot, qui a monté une fondation pour lutter contre les discriminations, est venu chercher les petits débrouillards et cette démarche pédagogique qui fait vivre la démarche scientifique avec les publics pour travailler ces aspects sociaux, en fait. Voilà, tout ce qui est genre, discrimination, interculturalité, etc. Donc on peut aussi, par le fait d'observer, de poser d'avoir des hypothèses, de discuter après des interprétations de ce qu'on a vu, de débattre ensemble pour se mettre d'accord ou non. Voilà, après, on peut être d'accord sur un nouveau savoir, sur un vocabulaire, comme disait Florian tout à l'heure. Hein. Il y a une définition, on est d'accord, pas d'accord, mais on discute pour se mettre d'accord sur quelque chose qui correspond à tout le monde. Et on apprend à vivre ensemble, en quelque sorte aussi. Voilà. Merci. Je vais accueillir Laetitia Ferreri qui nous écoute depuis quelques minutes. Merci de nous avoir rejoints en cours de route. Donc, je rappelle que vous êtes médiatrice à Univers Sciences et vous avez aussi eu une ancienneté dans l'association des Petits Débrouillards sur la ville de Paris. Est-ce que ce que vous entendez vous parle? Et puis, je voulais peut-être qu'on revienne aussi avec vous sur la question du changement de posture. On a évoqué un peu avant le changement de posture des enseignants, mais aussi peut-être le changement de posture du jeune ou de l'élève. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut mettre l'élève dans une situation différente, en fait. C'est ça que vous diriez? Alors oui, déjà, toutes mes excuses pour le retard. Moi, je sors d'animation, du coup, j'ai essayé de faire au plus vite pour vous rejoindre. Effectivement, j'ai un passé dans l'association des petits débrouillards, dont je suis tout à fait très fière par ailleurs. Et j'ai rejoint la Cité des Sciences il y a finalement assez peu de temps, et puis encore moins de temps au regard des périodes de confinement qui se sont déroulées, donc voilà, en 2017. Donc je vais avoir un regard assez peu aguerri sur toutes les pratiques qui se font à la Cité des Sciences, mais je pourrais en parler un petit peu. Quant à la question que vous posez sur le changement de posture de l'enfant ou du jeune ou de l'apprenant dans le milieu éducatif, moi, voilà, j'écoutais ce que disait, je suis arrivée au moment où Yann prenait la parole. Effectivement, l'idée que ce soit quand vous dites changement de posture, moi, ça m'évoque l'idée qu'il soit partie prenante intégralement de la construction du savoir. Ça fait partie de l'objet qui était défendu par l'association dans laquelle j'ai longtemps travaillé. Et je pense que c'est ce changement de posture, l'idée qu'il y a une forme de responsabilité, mais pas au sens pesant du terme, en fait, au sens de prise de responsabilité de l'enfant lui-même, de ce qu'il construit comme savoir ou de ce qui est construit collectivement avec l'ensemble du groupe et l'enseignant. Je pense que c'est un des changements de posture pour moi qui est majeur, faire que ce soit, qu'il y ait une participation qui ne soit pas seulement de l'ordre, l'habitude dans le langage, je ne manie pas tous les codes du langage, mais que ce ne soit pas uniquement descendant, comme une espèce d'abreuvoir que pourrait être que pourraient représenter les enfants. Donc, si changement de posture il y a, c'est celui-là auquel je pense particulièrement. Et par rapport à votre expérience sur le terrain, puisque les petits débrouillards se déplacent dans les quartiers populaires pour proposer des ateliers notamment, est-ce que finalement, vous avez constaté, on en parlait aussi un petit peu plus tôt, mais des regards spécifiques sur les sciences ou des a priori qui, là aussi, devaient être levés par des propositions parce qu'on parlait des sciences amusantes, ce n'est pas forcément le bon point d'entrée en fonction de l'âge des jeunes. Alors oui, plusieurs expériences là aussi qui relèvent de mon passé plus que de ce que je fais aujourd'hui, mais qui témoignent effectivement de cette idée que y a, comment dire, moi j'ai rencontré effectivement des enfants qui avaient une posture tout à fait particulière quant à leur
accessibilité ou leur accès possible au savoir en général, aux sciences plus en particulier, ou surtout, moi, c'était ça qui m'a le plus frappé dans les années où j'ai travaillé, l'idée qu'il n'y avait pas de futur possible pour eux dans les études supérieures, parce qu'ils venaient de quartiers défavorisés, parce que peut-être, moi, je l'ai vu comme ça parce que j'y intervenais, mais peut-être un environnement plus général qui leur fait penser que ce n'est pas quelque chose une chose à laquelle ils accéderont si facilement et que, par contre, ça ne les empêche absolument pas d'être partie prenante intégralement de toutes les activités proposées, mais voilà, ils ne sont pas dans une posture où ils se disent plus tard, ce sera fait pour moi. Il reste que, je pense, l'image et la représentation qu'on peut avoir des sciences, du monde de la recherche, des scientifiques en général, il reste quand même aussi très ancré dans une idée peut-être un peu élitiste. À mon sens, ces propos, je le dis, n'engagent que moi. Et masculine, sans doute, on n'en a pas encore alors, parlé. Mais c'est voilà. sans doute aussi très masculine, élitiste et sans doute aussi masculine. Et après, si c'est pour partir sur un peu un autre biais de retour d'expérience en ce qui concerne l'approche, et vous parliez de uniquement le biais des sciences amusantes, je sais que quand on a préparé un peu cette intervention, je vous ai fait part d'une expérience vécue sur les activités qu'on menait à l'époque à l'association, les activités estivales, où on s'était rendu compte que sur le côté sciences amusantes et toutes les expérimentations qu'on peut proposer, qui sont de l'ordre du quotidien, ça intéressait énormément les enfants assez jeunes, en général de 5 à 10, 12 ans, mais au-delà, on croisait assez peu de monde. Et là, je parle d'expériences qui nous mettaient en situation d'aller directement dans les quartiers, au pied des immeubles, dans les cités, et où les jeunes que l'on pouvait croiser venaient, eux, spontanément, et spontanément, on retrouvait beaucoup, beaucoup de très jeunes publics, très peu d'ados et de pré-ados. Et de ce fait, on s'est dit que là aussi, il y avait peut-être un changement de posture, un renversement à avoir, c'est-à-dire de les mettre en situation d'être à leur tour ceux qui allaient pouvoir proposer des activités au plus jeune public de leur quartier, et donc d'entamer une espèce de processus de plus ou moins formation à l'animation scientifique. Donc ça permettait à la fois de les intégrer à ce qu'on pouvait proposer sur la démarche scientifique en tant que telle et qui s'adresserait à n'importe quel public auquel on pourrait s'adresser, jeune, moins jeune, peu importe, de se mettre dans cette idée de la démarche scientifique généralement, et puis ensuite de faire en sorte que ceux-ci soient intégrés pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre et soient passeurs, exactement. Et c'est vrai que ça avait particulièrement fonctionné dans un cadre là spécifique qui était cette dissociation assez marquée dans les quartiers entre les plus jeunes et les ados et pré-ados ou jeunes adultes. Merci Mélanie Leminman, vous avez levé la main numérique, je vous laisse la parole. Oui, en fait, vous en avez un peu parlé, mais voilà, je voulais aussi parler parce qu'il y avait des difficultés au niveau des territoires, au niveau de l'âge, au niveau du niveau, mais il y a aussi une problématique, comme vous l'avez souligné, de mixité. On se rend compte que les sciences, c'est, on va dire entre guillemets, que c'est plutôt destiné aux hommes qu'aux femmes. Et nous, sur l'accompagnement scolaire, on essaye de lutter contre ça en faisant attention, en fait, lors des inscriptions, à avoir une mixité. Alors, pas une mixité totale parce que on n'arrive jamais à 50-50, mais en tout cas, avoir autant de jeunes femmes que de jeunes hommes. Et on a décidé aussi, on a fait le choix d'avoir que des tutrices, que des accompagnatrices scolaires pour montrer en fait aux jeunes collégiens et lycéens que oui, surtout aux jeunes collégiennes et lycéennes, que oui, les études scientifiques sont autant destinées aux masculins qu'aux féminins. Donc voilà, ça c'est une problématique, je pense, à prendre en compte parce que oui, effectivement, il y a le problème du territoire et des zones, des quartiers où ils se trouvent et du manque d'accompagnement, que ce soit à la maison ou à l'accessibilité à différentes structures ou à différents savoirs ou même différentes méthodes. Mais en tout cas, voilà, il y a cette problématique-là de sexe qu'il faut… Oui, il y a beaucoup de travaux de sociologie d'ailleurs là-dessus. Je pense que je les mettrai dans ma synthèse et dans la page ressources. Et Yann Lemoine, vous souhaitiez réagir également? Oui, par rapport à ce que disait Laetitia, peut-être qu'il faut aussi questionner un peu la représentation sociale
que les gens ont des sciences, du chercheur. Par exemple, on est en bas des tours dans un quartier, on fait des activités scientifiques, c'est amusant, etc. On va dire, déjà, ces activités, c'est pour les enfants, ce ne sera pas pour plus grands. Ça semble être des sciences, donc ça va être pour les garçons, comme disait Mélanie à l'instant. Donc, du coup, aussi, comment on bascule ça? C'est un peu pour rebondir à ce que disait Marie Lemoine tout à l'heure. C'est, par exemple, on donne des invitations aux enfants pour qu'ils amènent leurs parents au musée, ou qu'ils retournent au musée, et du coup, ils amènent leurs parents. Donc, leurs parents voient déjà que l'enfant a un intérêt pour les sciences. Peut-être que les parents vont découvrir aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, du coup, peut-être que, je ne sais pas si ça s'est fait avec Florent au niveau collège, mais en tout cas, nous, notamment quand on fait ces opérations dans les quartiers, des fois, on fait un temps de valorisation finale, un goûter, etc. On invite les parents, les grands frères, etc., tout le monde à venir voir ce que les jeunes ont fait. Donc, les valoriser. Donc, eux, déjà, se sentent mieux, ils ont confiance en eux, ils sont fiers de leur apprentissage, ça les Donc, valorise. des temps de Voilà. restitution, c'est ça? Voilà, parce que du coup, les parents, voyant les enfants qui ont du plaisir à aller dans ces lieux-de-sens, que ces enfants étaient capables de faire quelque chose, ils pourraient aussi pousser les jeunes à aller dans ces filières-là. Voilà. Et puis peut-être changer aussi leur représentation sur, bah oui, tiens, il y avait des filles, pourquoi ma fille, elle ne ferait pas l'activité l'année prochaine? Pourquoi elle n'irait pas dans telle filière scientifique? Voilà. Peut-être qu'il faut travailler aussi ce volet-là. Tout à fait. Marie, à vous. Oui, on interroge beaucoup à partir du jeune, en fait, hein, d'autocensure, d'un problème de légitimité, mais voilà, il faut aussi interroger ces ressources, en fait, hein, culturelles, hein, et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, en fait, hein, pour faciliter aussi cet accès à la culture scientifique et technique. Voilà, en termes de médiation, d'outils complémentaires, de démarches aussi d'aller vers ces jeunes, hein, enfin, voilà, notamment les adolescents, et de ne pas toujours voilà, interroger seulement le jeune et voilà, et des difficultés. Qu'est-ce que vous avez en tête, un exemple de démarche spécifique? Alors oui, on a pu on a fait un groupe de travail autour de tous les supports, notamment des supports de la Cité des Sciences, auprès de jeunes, donc de classes d'accueil non scolarisées antérieurement, pour en fait faire un diagnostic et coélaborer avec eux et avec leurs accompagnateurs des supports intermédiaires en fait qui vont faciliter l'accès à une exposition à la Cité des Sciences, ou ne serait-ce que la compréhension d'un document de communication, enfin, d'un site internet. Pour co-construire des outils qui s'adresseraient, qui seraient plus simples d'accès, plus faciles d'accès. C'est ça, voilà, la co-construction avec les jeunes, et puis leurs accompagnateurs, évidemment, s'appuyer aussi sur leur expertise. Ouais. Allez, oui, je ne veux pas vous couper si quelqu'un d'autre veut réagir. J'ai déjà débordé le temps pour les questions, mais comme on n'a pas énormément de participants ce soir, je me suis permis d'aller au bout puis de laisser la parole à Laetitia qui venait de nous rejoindre. Donc ceux qui souhaitent, parmi ceux qui nous écoutent ce soir, si vous souhaitez donc poser des questions directes à nos intervenants par rapport au sujet qu'on a évoqué, on a évidemment balayé, un peu survolé et pas forcément tout approfondi. Si vous avez aussi des retours d'expérience, n'hésitez pas. Je rappelle juste que le TEDUC est enregistré et sera visible en replay sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit, rallumez simplement votre micro. Donc, c'est à vous si vous avez des questions. Cécile, on vous écoute. On vous écoute, allez-y. On ne vous entend pas pour l'instant. Voilà, Cécile Bruyère, qui est générale. Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, on n'a pas entendu votre présentation. Vous m'entendez ou pas? Ça y est. Ah, oui, bonjour. Donc, Cécile Bruyère, je suis inspectrice générale de physique-chimie et je travaille actuellement justement sur une mission qui est mixité sociale et inclusion dans le champ de l'éducation. Et vous m'entendez pas? Allez-y, allez-y. Ça saute un petit peu en fait, mais allez-y. Oui, je suis. Donc, je voulais juste poser une question un peu donc, merci déjà pour cette présentation et merci à tous ces acteurs scientifiques là qui
pour vos actions dans les différentes écoles ou collèges. C'est impressionnant et je trouve ça vraiment constructif. Donc, bravo à tous. Je voulais poser une question parce que pour moi, en fait, j'étudie un petit peu l'influence des disciplines sur les enjeux de mixité sociale et d'inclusion. Donc, c'est ce dont vous avez parlé un peu aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut parfois faire la différence entre la pédagogie mise en place et la discipline. Et je voulais savoir, pour ceux qui ont mis en place les projets, ceux qui sont peut-être enseignants en collège, est-ce que ils ont identifié les notions des programmes, justement, on a parlé tout à l'heure des programmes, des notions des programmes en sciences, donc physique, chimie, SVT ou technologie, qui parleraient de la diversité, de la cohésion sociale, en fait. Alors, je donne un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Par exemple, en ST2S, il y a des lignes de programme qui parlent un peu de la nutrition, de la santé, de la sécurité, etc. Et donc, je mets un peu ça sur le fait que quand l'enseignant de physique-chimie enseigne ce chapitre-là, il crée une certaine... il crée un équilibre social par rapport aux enfants qui viennent de milieux peut-être plus défavorisés, qui ont peut-être moins de culture un peu alimentaire et par rapport aux enfants qui viennent de milieux favorisés ou d'informations sur les maladies, etc. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous avez identifié dans les programmes des choses comme ça, un peu, qui pourraient en fait travailler sur la mixité sociale? Vous avez parlé beaucoup de travail d'équipe, de projet, de compétences, tout ça, de mise en confiance. Ça, je dirais que c'est transdisciplinaire en fait. Mais au niveau de la discipline scientifique. Je crois que la question est claire, je ne sais pas. C'est très intéressant, merci pour votre question. Je m'adresse du coup aux enseignants qui sont là autour de la table, puisque la question vous est adressée. Lucie, Florian, je ne sais pas qui souhaite répondre. Alors, sur les notions de programme, c'est vrai qu'il y a, en tout cas dans le projet sciences, est abordée la notion d'alimentation. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, comme j'expliquais tout à l'heure, des représentations ou même des prérequis qui sont très différents d'un élève à un autre. Et la particularité finalement du travail qu'on a mené, c'est aussi de pouvoir prendre en compte ces particularités, enfin ces différences en termes de représentation et des prérequis, puisque on observe en fait, quand on apporte un savoir, on va aller chercher quels sont les obstacles ou les représentations qu'il peut y avoir associées à ce savoir. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être autre chose. Et on va mettre à disposition des élèves ce qu'on appelle des aides-outils, c'est-à-dire, donc ça peut prendre différents formats, des vidéos, des schémas, qui vont finalement leur permettre d'avoir accès à des informations que certains peuvent avoir et d'autres pas. Ce qui permet finalement soit une remise à niveau pour des élèves qui sont plus en difficulté, voire même un support de discussion. Si par exemple, lors d'un échange en équipe, ils ne sont pas d'accord sur la notion, et que finalement, ils ne sont pas d'accord sur justement ces fameux prérequis ou représentations ou obstacles, eh bien, ils peuvent aller chercher cette aide pour alimenter, pour modifier leur raisonnement. Donc, c'est vrai que c'est ce qui est particulièrement intéressant aussi dans ce qu'on a pu modéliser. Et effectivement, le travail d'équipe, pour rebondir un petit peu là-dessus, le travail d'équipe n'est pas le seul aspect de tout ce travail qu'on a mené, puisque finalement, on a décortiqué, on a retravaillé les séances pour qu'elles soient compréhensibles, que le raisonnement soit clair. Donc, il y a eu tout un travail didactique associé au savoir derrière qui a été présent finalement pour permettre à l'élève de donner du sens. Parce que c'est vrai que parfois, on peut observer que l'enseignement scientifique ou autre peut être morcelé et l'élève se retrouve seul finalement face à des pièces de puzzle qu'il n'arrive pas à assembler. Et finalement, on se rend compte dans de nombreuses études que quand un savoir, un raisonnement fait sens, eh bien, l'appropriation de ce même savoir est beaucoup plus importante.
Donc, il y a eu finalement, ce projet, il a articulé énormément de choses, travailler sur les compétences sociales qui sont quand même fondamentales, travailler justement sur la compréhension de ce qui est attendu, travailler sur la mise en sens des attentes et du raisonnement et de la démarche scientifique, et finalement aussi sur tout le langage, l'accessibilité au langage qui est finalement la base pour pouvoir continuer aussi après dans la scolarité. Est-ce que sur la question des programmes et des champs spécifiques, programmes de 6e, est-ce qu'il y a des thématiques qui favoriseraient cette émancipation sociale, cette mixité sociale? Florian Hauss, je ne sais pas, je vous vois réfléchir. Je trouve que la question est très pointue, je réfléchis, mais intéressante. Mais je n'ai pas la réponse. Mais non, Lucie a été très complète dans ce qu'elle a dit, mais très honnêtement, voilà, quand on préparait les séances en amont et même a posteriori, puisqu'après on retravaillait les séances pour savoir ce qui avait marché ou pas marché, on essayait de voir effectivement, on essayait de réfléchir en termes d'obstacles. Qu'est-ce qui a gêné l'élève pour comprendre ça? Pourquoi les élèves n'ont pas réussi à faire ça? Et ça pouvait être une thématique, le sujet lui-même qui avait pu être un obstacle, par exemple? Non. En général, c'était vraiment sur peut-être la formulation de la consigne, peut-être une compétence sur un schéma qui était trop compliqué, ou peut-être sur une expérimentation ou un suivi de protocole qui était pas bien mené, etc., ou des hypothèses à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Mais par contre, on n'avait pas forcément réfléchi en amont quand même à la lecture du programme, à ce qui pouvait être source de mixité sociale sur certaines notions du programme. Ça, on ne l'a pas fait, finalement, ça a été plutôt fait a posteriori. Tiens, ça, on n'avait pas pensé, mais finalement, il va falloir qu'on aide les élèves à aller au-delà par une aide outil, par une vidéo, par quelque chose. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie les disciplines scientifiques par rapport à une autre discipline sur ce thème-là, en fait. Vous voyez, c'est vraiment, enfin, je me suis beaucoup posé la question sur les valeurs de la République, par exemple. On a sorti un guide à l'Inspection générale, valeurs de la République et les disciplines. Et donc, les valeurs de la République en sciences, il y a tout ce qui est effectivement pédagogie, travail d'équipe, esprit critique, etc. Mais qu'est-ce qui, dans les programmes, permettrait aux enseignants de partir de la notion de physique-chimie et de développer sur les valeurs de la République? Donc, ce qui ressort souvent, c'est tout ce qui est développement durable, environnement, respect de la planète. Il y a aussi tout ce qui est fake news, enfin, voilà, ce côté-là, où on peut, effectivement, la Terre est ronde. Enfin, donc, là, c'est vraiment cibler les programmes. Et ce n'est pas si évident, finalement. En histoire géo, tout ça, c'est assez facile, mais en sciences, c'est un petit peu plus difficile. Donc, vous avez parlé du vocabulaire, par exemple. Ça, effectivement, on a un vocabulaire quand même particulier qui crée de la discrimination. Pour ceux qui, chez eux, comme disait Monsieur Lemoigne, chez eux parlent scientifique et ceux qui ne parlent pas. Donc, effectivement, il peut y avoir des différences. Voilà, c'était vraiment… tout le reste, je le partage. Hein, je partage tout le reste. Hein, c'est pas… Donc, c'est peut-être pas tant les notions parfois que la méthode aussi ou la méthode, les codes de chaque discipline, en fait. Voilà. Peut-être au-delà des programmes. C'est une piste que j'avance. Mais on a une autre question dans le public, donc je vais me permettre de vous donner la parole, à moins que Yann Lemoigne, vous souhaitiez répondre. Non, C'était juste sur le côté mixité sociale ou diversité culturelle. Peut-être que je vois mon fils fait ça. En fait, il y a une partie histoire des sciences. Donc, on apporte un nouveau concept, comment la connaissance s'est construite, et voir que ça s'est construit de partout dans le monde. Voilà, nos chiffres sont arabes, etc. Ça a été fait par l'AFA à un moment sur ciel et quartier au niveau astronomie aussi. Voilà, mixité sociale, diversité culturelle, et montrer que le savoir est mondial, quoi. Voilà, vient de partout. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup. On a une autre question. Monsieur Dieng, bonsoir. Allez-y, c'est à vous. Il faut rallumer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Allez-y. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Voilà, bonjour, je m'appelle Papa Malebien. Je suis instituteur à Dakar, Sénégal, mais dans l'élémentaire. Bon, je voulais poser une question tout juste parce que ça m'intéresse. Vu que nous, dans les pays, par exemple, comme au Sénégal, où l'éducation des sciences pose vraiment problème, surtout pour les plus jeunes, donc surtout en matière de vivre dans son milieu.
Par exemple, sur les maladies, des fois, on enseigne, mais sur les problèmes didactiques, sur le matériel. Donc, on rencontre des fois des difficultés pour faire appréhender vraiment les maladies, les causes et autres. Donc, c'est très difficile en quelque sorte. On n'a pas assez de matériel. Donc, comment faire pour véhiculer nos messages, surtout en vivre dans son milieu, surtout par rapport aux maladies tropicales que nous vivons ici en Afrique, par exemple le paludisme, qui est une maladie endémique et qui touche vraiment les milieux les plus défavorisés ici à Dakar, plus particulièrement au Sénégal. Donc, comment faire passer vraiment l'information, sensibiliser les élèves sur les moyens pédagogiques et autres. Donc, ça nous pose vraiment problème. J'aurais aimé vraiment avoir des réactions par rapport à ça, surtout sur le plan pédagogique, comment vraiment faire véhiculer notre message. Merci. Merci. Avec l'idée que quand on a peu de moyens ou quand on a peu de matériel à disposition, est-ce qu'on peut quand même se mettre dans cette position d'atelier passeur de sciences qui souhaite répondre? D'accord. Merci pour votre question. D'accord. Personne n'a d'idée? Si, enfin voilà, nous on dit qu'on fait des matériels de la vie de tous les jours, des matériels du quotidien, etc. Mais comme ça, à distance via un écran, c'est vraiment pas évident de vous répondre. Je ne sais pas si vous avez été voir Arvind Gupta qui est en Inde, qui est pareil, qui peut te confronter un peu à des milieux comme ça. Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat peut-être? Je vais vous mettre, je mets plein de références en fait, mais je les envoie en direct à Claire Le Forestier. D'accord, très bien. La discussion. Arvind Gupta. Voilà. Je cherche ça et je rajoute ça. Donc il est en Inde, un peu partout en Inde, ça marche très bien, sa structure. Et voilà, pareil avec la méthode de la vie de tous les jours, il développe. Alors, il est plutôt sur le côté objet, jeu, etc. Mais peut-être qu'il a des thèmes sur ce qui vous intéressera. Les maladies. Et vous, quand vous dites objet de la vie de tous les jours, au Petit Débrouillard, vous travaillez avec quoi? Qu'on ait juste une idée qui peut-être inspirera monsieur Des choses qu'on trouve à la maison. Voilà. Alors, on aime bien les pics à brochettes, les bouchons de liège, c'est des trucs qui marchent bien. Des bouteilles en plastique, on va utiliser du sel, du poivre, du vinaigre, des choses comme ça. Voilà. Par exemple, on fabrique du papier pH, vous savez, qu'on utilise pour les piscines et tout ça, nous, on va fabriquer du jus de chou rouge. Donc, on va le fabriquer de la base et puis on va fabriquer des objets que les jeunes connaissent déjà. Voilà. Après, voilà, quand on fait du numérique, on peut utiliser un smartphone qui est maintenant un objet du quotidien aussi. Mais ça dépend du quotidien de chacun. Est-ce que notre quotidien à nous est le même qu'à Dakar? Ça, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas donner des leçons. D'accord. Qui d'autre aurait des pistes à donner à monsieur Dieng? Peut-être vous pouvez aussi regarder, la crise sanitaire a permis aussi de créer beaucoup d'activités en sciences expérimentales à la maison, puisque les élèves n'étaient plus en classe. Et donc, sur Eduscol, le GRIESP, donc c'est un groupe qui construit des ressources en fait innovantes, ont sorti des ressources sur comment expérimenter à la maison. Les sciences, en général. Oui, en général, mais du coup, vous avez des petits exemples. Elles sont sorties l'année dernière, ces ressources. Vous regardez Eduscol, GRIESP, G-R-I-E-S-P, et vous avez des ressources un peu innovantes, dont comment expérimenter à la maison. Et donc, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Lemoigne, mais tout ce qui est acide base avec tous les produits du quotidien, vinaigre, chou rouge, etc. Vous pouvez faire des choses aussi de physique-chimie avec des produits, des substances chimiques qui ne sont pas, qui se trouvent dans la vie au quotidien. Par exemple, l'extraction aussi de composés chimiques que vous trouvez dans la nature, des plantes. Tout ça, en fait, vous aurez des petits exemples sur Eduscol de choses que vous pouvez faire avec vos élèves, même en école élémentaire, parce que c'est et qui permettent aux élèves, en fait, de comprendre les sciences au quotidien, en fait. Oui, à voir ensuite comment on peut raccrocher au sujet des maladies tropicales, là, qui est très Alors après, voilà. Mais en effet, ce sont des ressources intéressantes. Et donc, je rappelle que dans la synthèse qui sera disponible ensuite en ligne sur le site des TEDUC de la Cité des Sciences, il y aura un maximum de ressources et
et de liens, si jamais vous n'avez pas le temps de les noter ce soir. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui, pardon, Florian, allez-y. Non, c'était juste pour voilà, reprendre ce qu'a dit Yann tout à l'heure, effectivement, avec cette personne indienne dont je ne connais pas le nom, mais je vous invite vraiment à aller voir sur ce site où il y a énormément d'expériences. Moi, je m'étais basé dessus quand il y avait le confinement, effectivement, pour que les élèves puissent faire des expériences avec du matériel qu'ils avaient à leur disposition. Et puis, je suis en train de chercher depuis 3 minutes, mais je n'arrive pas à le retrouver, mais je vous l'enverrai à Claire à ce moment-là. J'étais accompagnateur des collèges pilotes La Main à la Pâte, et La Main à la Pâte avait proposé un module, propose maintenant des modules à destination des enseignants, et il y en avait un qui était sur l'éducation à la santé avec cette problématique du paludisme, qui était vraiment explicité, comment justement travailler autour du paludisme en réalisant des expériences avec les élèves. Je n'ai pas réussi à retrouver le lien, mais voilà, je m'engage à essayer de le retrouver sur un boîte mail pour le partager ensuite. Voilà. Super, merci beaucoup. Comme quoi, il y a pas mal d'idées là qui s'échangent ce soir. Oui, je rajouterais juste une dernière chose, c'est qu'il y a un grand travail qui est fait là actuellement à l'Inspection générale sur les sciences en école élémentaire. Et il va y avoir des ressources qui vont sortir aussi pour ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas tant que ça. Et donc, du coup, il y a des personnes de La Main à la Pâte, par exemple, qui participent à ces groupes de ressources. Et donc, vous allez avoir quand même des choses qui vont arriver au niveau des sciences en école élémentaire. Et donc là, il faut être en veille sur quel site pour être tout à fait précis? Eduscol toujours. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les internautes, ou est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqués que vous souhaitiez préciser? Parce que j'ai l'impression d'avoir parfois un peu survolé des choses assez passionnantes. Donc, si jamais vous avez une frustration, c'est le moment. Je ne voulais pas vous couper. Oui. Je peux juste poser une question. Vous avez dit au départ, c'est vous qui avez dit ça, il y a 8% de bacs scientifiques des milieux défavorisés qui font des bacs scientifiques et 41% pour les milieux favorisés. Je voulais juste savoir où sont vos sources, en fait. Alors, c'est 10%, 10, pas 6. 10%, c'était un chiffre de 2013 qui a été repris par un chercheur dans un article d'un chercheur de l'INED qui s'appelle Mathieu Ichou, je crois. Et il me semble que c'était dans un rapport du CNESCO. En 2016, il y a eu un gros rapport sur l'origine sociale et l'impact inégalités sociales, inégalités scolaires. Il me semble que c'est là, de toute façon, là encore, dans ma synthèse, ça sera dit. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a des chiffres plus récents. C'est vrai que pour le TEDUC, j'avais contacté une sociologue qui travaille sur ces questions, qui n'a pas pu être présente ce soir et qui aurait pu nous éclairer plus spécifiquement là-dessus. Mais voilà, pour les pistes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés? Sinon, du coup, je vais rendre l'antenne, comme on dit, et vous remercier toutes et tous pour votre participation ce soir sur un sujet très intéressant. On n'a pas parlé non plus, je pense, voilà, on a beaucoup parlé d'auto-stigmatisation, mais peut-être aussi on aurait pu peut-être plus creuser cette question des représentations sociales, mais là encore, c'était peut-être un autre volet. Merci à tous en tout cas pour votre participation ce soir, et j'en profite pour annoncer le prochain TEDUC qui aura lieu le 15 juin, et on s'intéressera cette fois pour le dernier TEDUC de l'année à la question de la coopération. Voilà, et là aussi ça s'annonce plutôt passionnant, donc je vous invite à nous rejoindre en tant que spectateurs cette fois. Merci à toutes et à tous pour ce TEDUC, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, Au revoir. merci. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup.